Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont déjà là. Bonsoir à ceux qui seront là. Ah, attends, je m'entends en double. Pourquoi? Parce que j'ai lancé Twitch. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, rebonsoir pour ceux qui sont là, qui seront là, qui verront la rediffusion sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça va être extrêmement simple. Les tournois d'Ice Throne arrivent dans ma région. Donc, je vais pouvoir jouer contre d'autres êtres humains. Et ça, c'est stylé. Et donc, je me suis dit, pour me préparer à ce tournoi, il me faut quelqu'un qui est habitué et qui est coutumier de ce genre d'événement. Donc, j'avais rencontré sur un stream et sur un Discord il y a quelques temps un certain monsieur, mon sensei, qui va m'accompagner pendant 3 4 semaines pour la préparation de ce tournoi. Et on va commencer par discuter. Je vais lui poser quelques questions. Ce sera aussi peut-être l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas Dice Throne ou qui veulent s'y intéresser, par mon intermédiaire, entre guillemets, d'apprendre en même temps. Et après, on va se donner à peu près 30 minutes pour discuter de tout ça. Et ensuite, on va faire un petit match dans les conditions de nos tournois. Donc, je ne sais pas s'il y a des timers ou pas, mais tout ça, on va le découvrir avec l'invité du jour. J'ai nommé le Shiba Inu. Et donc, normalement, les amis, vous devriez pouvoir l'entendre. Test micro, est-ce qu'on t'entend? Bonsoir, bonsoir. Ah oui, on t'entend. Incroyable. Je n'ai donc pas foiré ce stream. Trop bien. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais, je valide de fou. Alors, du coup, c'est vrai que c'est la première fois que toi et moi on discute et on se retrouve peut-être 30 minutes plus tard en stream. Du coup, ce sera aussi l'occasion d'apprendre un petit peu à se connaître, en tout cas au moins vis-à-vis de Dice Throne. Après, maintenant, Mhm. je sais que tu as un chien qui aime la neige, donc quelque part. C'est le début de peut-être une bonne amitié sur. Eh, On sait pas, mais on sait pas, on sait pas. on va se découvrir. Donc, C'est là qu'on verra après les lancers de dés si on reste amis ou pas. exactement. Est-ce que tu vas me mettre de gros ultis dans la bouche ou pas? Ça sera pour la deuxième partie du live. Donc, comme je l'ai expliqué, on va un peu discuter. Et histoire de cadrer un petit peu notre conversation, je vais commencer un petit peu par. J'ai même pas de parcours sur Dice Throne parce qu'en vérité, j'ai d'abord découvert ce jeu en mode jeu de société par rapport à Dice Throne Adventure et faire des sessions de campagne avec des potes. Même si j'étais au courant qu'il y avait l'aspect PVP, mais je l'ai assez peu expérimenté. Peut-être de temps en temps, il y a un pote qui va passer, où je vais leur expliquer comment on joue et tout. On va faire quelques duels, mais enfin, ça fait 1 an que je l'ai le jeu, et j'ai dû faire peut-être 5 duels au total. La majorité du Ouais, temps, je c'est fais du Dice Throne Adventure, parce que d'une ok. part, trouver des personnes avec qui jouer, alors, ça peut être un peu compliqué. Même si, j'avoue que c'est moi qui suis un petit peu feignant dans le sens où il y a le Dice Throne France que j'ai découvert grâce à Rufus. Et du coup, je me suis inscrit, mais j'avoue que j'y passe assez peu. Mais même si je sais qu'en allant là-bas, je pourrais faire du remote assez régulièrement. Donc, ce qui fait que j'ai zéro connaissance. Genre, en matière de tournoi. Mes seules connaissances de tournoi, c'est comment ça se passe pour Yu-Gi-Oh! Tu vois, c'est en gros, Mhm. peut-être venir avec ton tapis, ton matériel, ça c'est ok. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est pour les Edge of quelque chose. C'est quoi l'articulation de ces tournois? C'est quoi leur format? D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une application à l'instar de Konami où genre tu as un ID Dice Throne et tu peux t'inscrire à un tournoi et te pré-enregistrer, ou est-ce que généralement ça se fait directement au niveau des boutiques? Donc c'est à peu près. Comme sur les Pokémon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est à peu près le fil de la conversation qu'on va avoir. Mais du coup, je suis obligé de te demander, toi, comment t'es tombé dans Dice Throne? Déjà Alors, pour. bonsoir tout le monde. Merci Noir Ninja de m'accueillir sur Mais ta chaîne. aucun problème. Oh, je vois qu'il y a du monde. Et Salut Rufus. ouais, il y a Rufus et Lotarion que je connais bien. Salut le Je ne vois pas Tarion. le dernier pseudo rouge, mais bienvenue, bienvenue. Du coup, je suis tombé dans Dice Throne. J'ai été dans une association de jeux, les Kazok, pour les citer, dans l'Ain. Et en fait, là, il y a une personne qui s'est présentée avec plusieurs jeux. Et parmi ces jeux, il y avait une boîte du Barbare et de l'Elfe Lunaire de Dice Throne et Tréant Ninja. Et du coup, quand j'ai vu les boîtes, je me suis dit,
le design, il est grave sympa. Un truc un peu, les personnages comme ça et tout, j'aime beaucoup. Il m'a dit, est-ce que tu peux me parler un peu du jeu? Et lui, il avait les boîtes, mais il y avait vraiment jamais joué en fait. Et du coup, il me disait, je crois que il faut jeter des dés, il y a des cartes, et en fait, c'est un jeu d'affrontement. Je dis ok. Et en fait, ça m'est resté dans la tête. Et le soir même, j'ai été sur YouTube et j'ai commencé à regarder les vidéos du jeu. J'ai fait, oh, ça a l'air trop fun. Et du coup, je me suis acheté. J'ai commencé il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans et demi à jouer. Et à ce moment-là, il y avait une rupture de stock des saisons 1, saison 2. Il n'y avait que les Marvel en vente. Du coup, les Marvel sont des formats de boîtes particulières qui sont sous 4. Du coup, il y a 4 personnages dans une boîte Marvel et il y a 2 boîtes Marvel qui sont sorties. Je ne compte pas les X-Men qui sont sortis en anglais, qui vont bientôt, incessamment sous peu, sortir en français. Déjà précommandable d'ailleurs. Et du coup, j'ai acheté les boîtes Marvel et j'ai commencé à tester et je suis tombé clairement amoureux du jeu. Voilà, pour répondre à la question sans parler T'as commencé plus. directement avec l'aspect compétitif du coup. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore les Age of en France. Je pense que Rufus pourra notamment plus donner d'informations, voire même Lotarion, sur quand ont eu lieu le premier Age of Destruction, qui a eu lieu aux USA, et uniquement aux USA. On n'a pas eu la chance de l'avoir en France, c'est pour ça que le tout premier âge n'est pas disponible en français, et les premières cartes et le premier plateau sont liés à la pyromancienne, ne sont pas disponibles en français, car ça a été fait directement là-bas. Et nous, on a commencé au deuxième tournoi en France avec le barbare sur Age of Fortitude. Ensuite, le paladin Age of Devotion. Et là, prochainement, en janvier, là, celui qui arrive dans ta ville, ce sera Age of Innovation pour l'artificier. Mais du coup, Mais là. Ah, vas-y, excuse-moi. oui. Vas-y. Mais du coup, oui, j'ai commencé un peu tout seul à regarder les vidéos, à ouvrir les personnages, machin et tout. Et avec ma meilleure amie, j'ai présenté mes boîtes, on a testé ensemble et tout. Et j'ai vite commencé à comprendre les personnages, comment ils se jouaient et tout. Et avoir les quelques petites difficultés. Et en fait, c'est en jouant qu'on apprend. Et par la suite, on a eu plein de questions. Forcément, quand on commence le jeu d'Ice Throne, il y a tellement des questions de timing, de est-ce que là on peut faire ça, mais ça si on fait ça, machin. Du coup, j'étais sur le Discord, j'ai vu comment ça se passait, une très bonne communauté, très bienveillante. Forcément, ça réunit plein de gens avec des caractères différents, avec des personnalités différentes, donc tout le monde peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais très honnêtement, c'est une très bonne communauté, avec beaucoup de bienveillance, qui organise plein de choses. Donc franchement, foncez. Si vous êtes curieux, il n'y a pas que le Facebook d'Ice Throne France, il y a vraiment le Discord qui est très actif à toute heure globalement. Il y a toujours quelqu'un pour répondre à une question. Donc c'est vraiment top. Et sachant que des questions, vous en aurez tellement. Et plus les personnages vont sortir et plus il y aura de questions. Donc c'est vraiment cool. Et par la suite, du coup, il y a eu les Age of et le fameux tournoi, à Mutzenheim, où est-ce que tout le monde se réunit et on se rencontre tous et c'est formidable. C'est l'équivalent d'un championnat de France, ce tournoi dont tu parles? Alors, le tournoi, il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que les Age of, qui ont lieu tous les mois, voire plusieurs fois par mois, pour certaines boutiques qui ont le temps et l'espace, et la communauté, il y a un classement qui se fait sur un site qui s'appelle Challonge, où est-ce que là, on répertorie tous les participants, que tu aies participé une seule fois ponctuellement, ou que tu aies participé 3 fois par mois. Tous les participants sont notés sur Challonge, où est-ce que là, on peut voir qui a joué combien de fois, à quel tournoi, a fait quelle place sur combien de joueurs, à combien de points, etc. Donc, c'est vraiment une base de données pour tous les Age of. Et à la fin, il y a un grand classement où est-ce que sur les 5 mois, sur tous les tournois, on prend les 3 meilleurs perfs de chaque joueur. Et en fait, il y a un barème avec des points, et là, ça fait un classement. Donc, on peut se baser là-dessus pour dire, voilà, sur les Age of, le meilleur français, c'est telle personne. Sur la dernière édition, c'était Risbo, un Belge, le meilleur français. Et pour ma part, j'ai fini 20e, premier Rhône-Alpes. Donc, c'est ma petite fierté. Et du coup, merci. Et du coup, après, il y a l'année dernière, non, pas l'année dernière, en 2024 précisément, sur le tournoi de Mutzenheim, il y avait les championnats de France qui étaient organisés à Mutzenheim à côté
de l'Open Morgulis. Donc l'Open était un tournoi d'Ice Throne ouvert à tous, débutants comme pas du tout débutants. Et il y avait le championnat de France, où est-ce qu'il me semble qu'ils avaient chacun des phases de qualification dans leur propre région, et les premiers étaient qualifiés, conviés à venir au championnat de France à Mutzenheim. Et du coup, bah, là, c'était un autre Ah monde. ouais, d'accord. Et cette Donc, année, il n'y a pas eu... dans Ouais, Dice c'est vraiment séparé. Du coup, vous avez genre des tournois ouverts à tous et genre tout ce qui est championnat. Après, je sais pas si ça va jusqu'au championnat d'Europe, mais on va dire championnat de France. C'est vraiment, il faut faire un circuit pour espérer participer au tournoi, enfin au championnat alors, de France. en toute honnêteté, je ne sais pas cette année, si en 2025, s'il y a eu un championnat de France. Je Non, sais qu'il y mais a eu des juste choses... en revenant je sais qu'il y a eu des en choses... 2024, c'est genre en 2024, si tu voulais participer au championnat de France, tu étais Hmm. obligé de passer par un circuit. C'était pas genre ouvert Ouais, à tous. non, fallait faire des qualifs dans sa ville. Je crois qu'il y a certaines boutiques qui étaient représentées. Je n'étais pas assez investi à ce moment-là pour savoir quelle boutique, comment ils ont fait. Est-ce qu'il fallait que les boutiques se portent volontaires et qu'elles soient validées ensuite par Erwin, qui était le comment dire le référent Lucky Duck. Je sais pas du tout comment ça se passait à ce moment-là, mais en tout cas, c'était dans certaines boutiques à certaines dates. Et il fallait que les gens soient présents, ils se tapaient sur la tronche très honnêtement, et puis bah le premier repartait avec une qualif pour Mutzenheim. Ok. Et voilà. Les autres pouvaient venir quand même, mais à l'Open, du coup, où est-ce que nous on jouait. Ah, c'est intéressant. Parce que dans l'équivalent dans Yu-Gi-Oh, c'est en mode les tournois, en fait, même les majors, ils sont ouverts à tout le monde. Peu importe ce que tu as à faire, en fait, tu peux venir en mode tranquille. Enfin, peu importe ton niveau, tu peux venir. De toute façon, on sait que les personnes qui vont finir en haute table, ce sont les personnes qui tryhardent le jeu. Et tu as ce gros événement ouvert à tous. Et après, tu as ce qu'on va appeler, nous, les side events, où là, c'est des formats de jeux particuliers qui, là aussi, sont ouverts à tous, mais qui sont plus en vibes fun, on va dire, en mode on est là plus pour passer du bon temps et pas pour forcément performer ou quoi que ce soit. Donc, je pensais que, bon, c'est un peu naïf de ma part de penser ça, mais que c'était globalement partout pareil, tu vois. Genre, tous les tournois étaient ouverts à tout le monde, qu'il n'y avait pas forcément de circuit traditionnel, on va dire, mais dans Death Run, c'est le cas. Ok, ok. Moi, dans Dice Throne, ça reste quand même ouvert, mais il faut juste se déplacer, aller au. Alors, je sais pas du tout quand ça se passe en 2026, si ça va être reconduit ou pas. Là, c'est en pleine reconstruction en ce moment parce qu'il y a eu un changement de référent chez Lucky Duck. Enfin, chez Lucky Duck. Je crois que Lucky Duck, enfin, la licence a été rachetée par Goliath. Et du coup, bah, en fait, il y a un nouveau référent qui gère tout ce qui est lié à Dice Throne en France. Et du coup, faut qu'ils se mettent en place et tout, c'est normal. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions, notamment pour les Age of, parce qu'en fait, la bascule a été faite là en novembre. Et les Age of commencent en janvier. Du coup, la personne a pris son poste clairement en décembre. Et avec l'arrivée de l'alchimiste, les traductions, le tournoi, l'organisation pour les boutiques, pour enfin, il y a plein de choses. Et la personne n'a pas que Dice Throne à gérer non plus. Du coup, bah, ça fait que. Mais elle fait clairement, franchement, la personne fait tout ce qu'elle peut pour nous tenir informés. Euh, Tous les lundis, déjà, il vient nous donner des petites news. Et c'est vraiment cool. Mais bon, bah, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. On est le 7 janvier et les tournois peuvent normalement déjà commencer début janvier, dès le 1er janvier. Hein. Sauf que bah, on n'a pas de retour pour les boutiques si elles sont inscrites ou pas. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, à mon avis, il va y avoir un rush de boutiques sur janvier, voire il y en aura peut-être qui seront même décalés, qui vont faire 2 tournois, le tournoi de janvier et de février, en février. Et D'accord, ok. Je vois. comme ça a été fait l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que sur les tournois, bah après tu m'en parleras peut-être après des tournois, donc je vais laisser le suspense. Ouais. Ben justement, non, on va y venir. On va surtout parler des Edge, pas forcément parler de tous les formats tout de suite. Parce que là, Rufus disait que pour les Edge, on s'inscrit en boutique. Donc, ça veut dire qu'il faut se rendre sur place ou passer par les réseaux sociaux de la boutique. Du coup, une fois qu'on est inscrit à ce type de tournoi, ça va être quoi le format? C'est-à-dire, est-ce que tu viens avec un personnage et c'est ce que tu fais, c'est avec lui que tu joues jusqu'au bout? Ou alors, faut venir avec une sélection de personnages? Et si c'est le cas, comment c'est toi qui décides avec quel personnage que tu joues? Est-ce qu'il y a un système de pick and ban, un peu comme à la League of Legends?
Et aussi, c'est quoi le format du tournoi en fait? Est-ce que c'est des tournois à simple élimination ou est-ce que c'est un peu des rounds suisses en mode il y a une ronde 1, 2, 3, 4 par exemple et ce sont ceux qui ont le meilleur taux de victoire à l'issue des 3 premiers rounds qui se retrouvent en finale à partir du quatrième. En fait, comment ça s'organise? À quoi je dois m'attendre en réalité une fois que je me suis inscrit dans la boutique? À des pleurs, à des rires, à beaucoup de joie, à des Normalement. entorses. Non, non, non. Actuellement. En vrai, alors en fait, les boutiques peuvent se porter volontaires et faire la demande auprès du référent, notamment via Discord. Ils auront toutes les informations ou auprès des joueurs qui connaissent pour faire remonter l'information. Il y a un formulaire à remplir pour les boutiques. Et après, les boutiques reçoivent tout un formulaire avec comment faire pour s'inscrire, comment faire pour gérer les tournois, comment ça se déroule, les règles, les cartes récompenses, etc. Il y a vraiment tout qui est listé dessus. Pareil, le nombre de rondes, etc. Alors ensuite, quand on est un joueur, quand on a envie de faire des rencontres en jouant à Dice Throne, etc. et de venir en boutique pour faire les Age-Off, il faut savoir que les boutiques donnent leur capacité en termes de place pour les tournois. C'est-à-dire que par exemple une boutique, sachant que ça va en paire de 8, c'est-à-dire que tu peux faire 8 joueurs, 16 joueurs, 24, 32, 40. Voilà, la boutique va s'inscrire par exemple pour 16 joueurs, ça, et elle peut en avoir maximum 16. Minimum, je crois que ça peut pas se jouer en dessous de 4 ou 5 joueurs. Par exemple, s'il y a 4 sur 8, je crois que c'est peut-être le minimum. 4 ou 5 sur 8. Sinon, on peut pas le faire. On n'est pas obligé d'être au complet. Si par exemple, il y a un nombre impair, il y aura toujours un joueur qui ne jouera pas. Et qui sera déclaré vainqueur normalement par défaut avec le quota minimum lié à une victoire. Donc si par exemple il se retrouve ex-aequo en termes de points, bah, il sera derrière parce qu'il n'aura pas joué, il n'aura pas eu d'avantage, il aura une victoire gratuite. Ok, Ensuite, c'est en ronde suisse avec une espèce de goal average. Donc en voilà, gros, c'est ok. ça. Il y a différentes choses à prendre en compte. En fait, ça va être fait avec le site Challonge. Et du coup, c'est un espèce c'est un logiciel qui va pouvoir permettre de calculer automatiquement les rencontres. C'est-à-dire que la toute première rencontre, imaginons nous sommes 16, il Ah, on l'a perdu. va y avoir une barre. Il va y avoir, voilà, il va y Il y a avoir. une coupure. On n'a pas entendu ce que tu as dit. En tout cas, moi, j'ai pas entendu. Ah, c'est bon là? Ouais, t'as dit, imaginons, nous sommes 8 ou 16, je crois, un truc comme ça. Voilà, imaginons nous sommes 16, il y aura 8 combats de 1 Ok. contre 1. Sachant que ça peut être aussi en 2 contre 2, le format. D'ailleurs, vraie Mais question. il y a Les oui. duels, du coup, c'est sous format de BO ou c'est un peu Non, élimination? c'est un combat. Un combat, victoire, défaite, nul, un combat. Pas Ah de ouais. BO3 ou voilà. Ouais. Par contre, c'est pas élimination directe. C'est-à-dire que c'est un combat euh, avec du pick and ban. Et ensuite, victoire, nul ou défaite, et tu rencontres l'adversaire suivant, etc., etc. D'accord. Sachant que il y a minimum, je crois que c'est 3 combats. Je crois qu'à 8, c'est 3 combats, il me semble. Après, ça passe à 4. Et après, au-dessus de 30. Alors, ça, c'est en pour clé. On n'a pas la réponse définitive parce qu'apparemment, il y aura eu un petit changement cette année. Mais à partir de 24 ou 32, c'est peut-être 5 combats. Donc, ça, on attend encore la réponse. Ça a été demandé sur le Discord au référent. Mais en général, il y a 4 combats. Les combats durent 30 minutes, qui est très court, mais c'est faisable quand on connaît le jeu. Après, c'est vrai que, on va y venir après, je pense, il y a certains personnages qui sont pas forcément très judicieux dans ces formats-là, notamment le voleur de l'ombre, Black Widow, parce qu'en fait, c'est des personnages qui vont nécessiter un certain temps de préparation, qui vont pas être moins bons que les autres, mais si on tombe contre quelqu'un qui connaît mal son personnage, qui réfléchit pendant très longtemps, il va forcément y avoir moins de tours parce qu'il y a un timer, et c'est pas comme aux échecs, c'est pas chacun son timer, Ouais, ouais, c'est vraiment un timer global.
Du coup, ça veut dire que si par exemple, nous, on fait son tour en 15 secondes et que l'autre, il fait son tour en 1 minute, bah, on n'aura pas beaucoup de tours. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas assez de temps pour se mettre en place. Notre personnage ne sera pas aussi rentable. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour ce format-là. Alors que quand on a du 45 minutes ou sans délai, bah, là, on peut vraiment exploiter certains personnages à 100%. Voilà. Qui nous dit que c'est à partir de 17 joueurs que c'est 5 rounds. En tout cas, il a dit c'était. Alors, je suppose que c'était à l'ancienne. Je sais pas si ce sera valable pour cette année. Ouais, bah ça faudra voir parce que je crois qu'on n'a pas eu de réponse, il me semble. Si, je crois qu'on a une réponse il y a pas longtemps parce qu'il y a eu un petit. Il y a eu une demande un peu insistante et une réponse de la part du référent, mais j'ai pas eu le temps de trop checker. J'ai juste vu des messages passer en pop-up. De toute façon, on verra bien. Mais ce sont des combats de 30 minutes. C'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 sur certaines boutiques. Je sais pas s'ils ont continué le 2 contre 2, mais en général, hein, dans 85-90% des cas, c'est du 1 contre 1. Et du coup, premier combat, c'est du hasard total. Telle personne contre telle personne. Et ensuite, c'est qui a gagné contre qui. Les gagnants se rencontrent entre eux. Les perdants se rencontrent entre eux. Et après, ça va jouer sur l'importance de l'adversaire que tu as rencontré. C'est-à-dire, tu ne peux pas affronter 2 fois le même joueur sur le tournoi du jour. Et si tu as perdu contre celui qui finit premier du tournoi, ta défaite sera moins impactante que si tu as perdu contre le dernier. Ouais, parce que lui, il a eu un... Voilà. Ça coupe. Non, je dirais, en gros, vu qu'il a été jusqu'en finale, et si en plus il gagne la finale, donc il a quasiment fait du perfect, donc ça augmente ton goal average. Ouais, en gros, c'est... Ouais, Après, il n'y a pas, après, il y a pas de finale, demi-finale, élimination directe, parce qu'en fait, tout le monde va jouer le même nombre de combats. Ça va être vraiment des points. Ça va être comme un championnat, entre guillemets. Voilà, un mini championnat. Et voilà, avec le système de points en premier. Après, d'affrontement direct entre les 2 joueurs ex aequo. Et après, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme particulier, ou est-ce que c'est vraiment, en fait, on va prendre, par exemple, sur 4 combats, sur 4 rondes, on va prendre le meilleur, le moins bon, on va les enlever, on va pas les compter, et on va prendre les 2 autres. Et là, ça va jouer pour le goal average, entre guillemets. Voilà. Mais du coup, ça, c'est pour le format. Ok, je vois à peu près. Du coup, là, je suis pas du tout perdu. Mais du coup, je reviens à une question. On a 30 minutes par match. Du coup, forcément, je sais pas si on peut parler de méta dans Dice Throne. Mais du coup, il y a forcément, je sais pas, une tier list. Je vais dire méta par abus de langage, puisque c'est comme ça qu'on s'exprime dans Yugi. Ou en mode, c'est un peu ce qui rejoint ce que tu disais. En mode, il y a des personnages qui sont pas optis pour ce format-là. Mais du coup, il n'y a pas des personnages qui vont dire qui vont être ban de ce tournoi-là parce que justement dans un format de 30 minutes, ils sont beaucoup trop forts. Je sais pas si par exemple, je dis une bêtise, je sais pas si ça peut arriver ou pas, mais il reste peut-être quelques secondes de thème, tu joues Thor, ça y est, tu as balancé Mjolnir et Mjolnir fait 1 dégât et tu as gagné en fait, juste parce que tu as réussi à lancer Mjolnir. Je sais pas si vous avez des personnages que vous considérez comme pas toxique, mais on va dire toxique, voilà, pour un format comme celui-ci. Ou est-ce qu'il y a une banlist en mode ce personnage est interdit dans cette boutique pour ce tournoi? Non, les seules choses qui sont interdites dans le tournoi, ce sont les cartes promo, les personnages qui ne sont pas en français. C'est interdit en France. Parce que certains peuvent déjà avoir les X-Men ou quoi que ce soit. Donc c'est interdit. Enfin, dans le règlement, en tout cas, c'est interdit. Ensuite, donc les cartes promo, les personnages qui ne sont pas en français, et le Chao Chao, la carte Chao Xiao, la carte rouge qui coûte 2 points de combat, qui retire une altération d'état au choix, est interdite parce que en fait, il y a des conflits de temporalité où est-ce que des fois il faut réfléchir, il y a un peu des désaccords ou quoi que ce soit. Et ça peut prendre un certain temps d'analyser, d'expliquer. L'autre, il peut ne pas être d'accord. Et en fait, ça peut tout changer vraiment. Une bombe fumigène, une agilité, une protection, quoi que ce soit. Ça peut vraiment tout changer. Donc, en fait, ils ont décidé de
de retirer cette carte pour pas que. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps, très clairement, en 30 minutes, de débattre de ça. Donc, ils ont décidé de retirer la carte le temps que ce soit beaucoup plus clair. Ok. Sinon, Parce que- pour le reste, pour le reste, tout est autorisé. Il n'y a pas forcément de méta, je dirais. Même les personnages un peu plus lents, comme le Voleur de l'Ombre ou Black Widow, ils sont pas moins forts. C'est juste que si on tombe contre deux personnes qui connaissent très bien le jeu, qui connaissent leur personnage et tout, ça va aller. Parce qu'en fait, les deux vont jouer assez vite, vont savoir quoi faire. Par contre, si on tombe contre quelqu'un qui débute, et la personne qui débute a tout à fait le droit de débuter et d'être là, c'est pas un souci. Après, il faut justement prendre le risque de prendre des personnages qui sont lents et se dire, bah, je peux tomber contre quelqu'un qui débute. Et si on voit que la personne en face débute, on va peut-être pas se diriger sur un personnage un peu lent à mettre en place, qui est meilleur en late game au moment du pick and ban. Parce que le pick and ban est est un des facteurs clés des Age of. Très honnêtement, c'est ce qui va vraiment déterminer une bonne partie du combat. En plus, après, il y a la connaissance du personnage et la chance du tirage des cartes et des lancers de dés, qui fait que ça. Je suis un peu perdu parce que Wi-Fi et toi, vous me dites qu'il n'y a pas de tier list et que ça dépend de ton approche et de ta connaissance du personnage. Mais du coup, je n'arrive pas à saisir la valeur du pick and ban dans un format dans lequel on va dire que tous les personnages se valent et ce qui va faire la différence, c'est ta chance, on va dire, globalement. Et ta connaissance du... Parce qu'en fait, il y a des match-ups du coup, genre on peut se dire Ouais, ouais, tel personnage est moins bon contre tel ou tel personnage. Si c'est dans ce ouais, sens-là, je comprends l'intérêt du pick and voilà, ban. voilà, c'est ça. Très clairement, c'est ça. En fait, si tu veux, parce que toi, t'es plus Yu-Gi-Oh, mais je vais te comparer ça peut-être à un combat de Pokémon. Ou Ouais, est-ce que, bah, si tu vois un Dracofeu, tu vas peut-être pas partir sur un Florizard, tu vois. ouais, ok. Par exemple. Ce qu'il y a, c'est que, imaginons, je vais prendre l'Elfe lunaire que vous voyez là. Alors attends, je vais afficher ta scène, ce sera plus simple si tu veux montrer des exemples. 2 secondes. Bon, on nous verra tous les deux, mais c'est pas un problème. Webcam. Tac, 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 tac. Ah, j'ai pas fait de webcam pour les joueurs 2. Oh là. Alors, cam joueur 2. Et toi, tu es ici. Je vais te mettre en full screen. Par contre, je te vois en mode portrait. Je sais pas si tu as moyen de passer en mode paysage. Ah, ben c'est parfait. Je te dis, tu as tout l'attirail du streamer. C'est toi qui veux pas streamer. Mais je laisse ceci aux experts. Ah, d'accord. Du coup, Vas-y, dis-le. comme vous pouvez le voir, là, il y a l'Elfe lunaire. Je vais vous prendre cet exemple. Il y a un petit décalage avec ma main qui bouge et pas sur l'écran. Non, en En fait, fait, la latence, nous, en fait, la latence, elle est correcte des deux côtés, en fait. Ils vont nous ok, entendre. ça marche. Ils vont entendre ce qu'on dit avec, je crois, 1 seconde d'écart, mais ça reste compréhensible très largement pour toutes les parties concernées. Ça marche. Du coup, pour l'Elfe lunaire, on peut s'apercevoir que sur l'entièreté de son plateau, hormis l'ultime, elle ne fait jamais de dégâts imparables. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire Ouais, effectivement. c'est-à-dire qu'en fait, elle activera toutes les défenses adverses. Sachant qu'il y a certains personnages qui ont des défenses très offensives, comme la pyromancienne, comme une des défenses du voleur de l'ombre, par exemple. Et il y a des défenses qu'il faut absolument éviter. Par exemple, bah ouais, la pirate maudite. Si on commence à activer toutes ces défenses, ça va être très compliqué. C'est un des personnages qui a une des meilleures défenses du jeu, avec beaucoup de choses qui sont complémentaires. Le paladin aussi, si on commence à activer toutes les défenses du paladin, l'Elfe lunaire, ça va être très compliqué pour elle. Donc en fait, il y a certains personnages contre qui va falloir aller chercher de l'imparable, des dégâts purs ou collatéraux, c'est différents types de dégâts, pour éviter justement d'aller chercher les défenses. Donc effectivement, il y a des personnages qui vont pas être hyper top, mais qui vont être des contres très spécifiques à d'autres personnages. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tier list, on va dire. Il y a des personnages qu'on voit beaucoup plus souvent en combat
à haut niveau. Je sais pas, par exemple, Thor, le Paladin, on peut le voir. Spider-Man, on peut le voir. Black Widow, on peut la voir aussi. Parce qu'en fait, c'est des personnages qui vont être assez polyvalents, qui vont avoir des jetons, qui vont pouvoir réduire des dégâts, des techniques qui vont réduire les dégâts, des choses qui vont rendre imparables. Voilà, il y a plein de choses comme ça, ou alors qui vont permettre de piocher, enfin des choses qui sont vraiment très très utiles dans un jeu de cartes ou de dés. Voilà. Et donc forcément, il y a des personnages qu'on va avoir beaucoup plus souvent que d'autres, Moi qui mais n'y connais tous les rien. personnages peuvent être représentés. Moi qui n'y connais rien, genre, j'ai zéro match-up. Genre, comment Mais ça, moi, c'est vraiment pas un souci. enfin, admettons, je me dis, bah, non, bah, je me suis dit, je pars en tournoi. J'ai zéro connaissance de match-up. Si j'ai envie de connaître ces match-up ou ces synergies entre les personnages, je chope l'information. Enfin, hormis demander à quelqu'un, c'est logique, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une doc? Est-ce qu'il y a des personnes qui en parlent sur les réseaux? Enfin, est-ce que l'information, elle est disponible ou téléchargeable ou regardable quelque part? Genre, si tu connais rien et tu te dis, mais j'ai envie de tryhard quand même. Alors sur Discord, il y a des personnes qui ont fait des tutos. Je crois que Rufus en fait peut-être partie. Il y a le site Carnix qui répertorie vachement bien. Alors j'y vais pas, mais je sais qu'il répertorie pas mal de choses. Il y a des documents stratégiques, comment jouer tel personnage, etc., etc., qui sont aussi disponibles sur Discord. Il y a un wiki Dice Throne qui existe aussi. Tu vas sur Internet, tu tapes Wiki Dice Throne et tu vas avoir tout plein d'informations. Tu peux avoir accès au plateau, aux cartes, le personnage il est offensif, il est défensif, comment il se joue, etc. Voilà, il y a plein de choses. Pareil sur la communauté Discord, il y a beaucoup d'aide sur les jeux, sur les match-ups, sur comment jouer tel ou tel personnage. Après, un personnage, il faut comprendre sa mécanique. Par contre, c'est pas parce qu'on a compris la mécanique qu'il va devoir se jouer tout le temps de la même manière. Je vais prendre en exemple le voleur de l'ombre, qui a une mécanique assez particulière. C'est-à-dire que la toute première fois qu'on va le jouer et qu'on va pas le connaître, on va se dire mais ce personnage il est claqué au sol. Il fait Oh, pas de dégâts. fumé, hein. Moi, la première fois que je l'ai vu Euh, sur son plateau, je me suis dit, c'est quoi ce personnage de fou? Mais ce ah personnage, ouais, non mais il est très beau, il a des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand on le joue, on se rend compte qu'il peut être très fort, mais qu'il est pas simple non plus à jouer et que le problème, il a le même problème que l'elfe lunaire, c'est qu'il fait pas de dégâts imparables. Par contre, il a d'autres choses. Il a du poison, il a des défenses qui sont il a très le jeton compliquées de l'ombre. à. C'est déjà très fort. Voilà. Il a 2 défenses, il peut se mettre dans l'ombre, il a une attaque furtive qui peut augmenter très fortement ses dégâts. Il peut mettre du poison qui restera tout le temps. Donc il a plusieurs cordes à son arc, contrairement à l'elfe lunaire, qui elle est vraiment dépendante de jets de dés et de dégâts directs. Et en plus, ses techniques demandent quand même relativement pas mal de 6. Alors que le voleur de l'ombre, par exemple, sur un combat contre une chasseresse qui va beaucoup se protéger avec son tigre parce qu'elle a un familier, bah, ça va être compliqué de le passer parce qu'il a que 3 techniques qui font des dégâts directs. Il a son coup de surin qui est l'attaque de base, et il a ses suites, petite suite et grande suite, qui font des dégâts en fonction du nombre de points de combat qu'il a. Donc c'est pas forcément hyper simple d'aller chercher des dégâts en début de combat, mais après il peut toujours essayer de mettre des poisons et de diminuer petit à petit la vie de l'adversaire et de gratter comme ça en se mettant dans l'ombre, en faisant des petits dégâts, en allant chercher une attaque furtive de temps en temps. Et de fil en aiguille, bim, 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 et à la fin, il fait mal. Voilà, ouais, le perso avec le tigre, c'est la chasseresse, et le tigre s'appelle Nira. Dans le chat, je vois qu'on demande. Ouais. Et la Voilà. chasseresse. Mais du coup, attends. Ok. Là, j'intègre. Il y a des match-up, il y a du pick and ban. Du coup, comment tu. Bon, peut-être tu peux juste répondre pour toi, mais comment tu construis. Déjà, c'est 3 persos, c'est 4 persos pour les pick and ban. Et Alors, c'est 3 personnages à la journée. ok. Et Sur la journée, tu en choisis 3. Tu présenteras toujours les 3 à ton adversaire. Imaginons, je prends ceux-là. Je prends les 3, donc barbare, elfe lunaire, voleur de l'ombre, qui n'est pas en soi une excellente équipe. Hein. Je trouve qu'elle n'est pas hyper bien composée. Justement, j'allais Je vais parler de ça, de team building. Comment tu. C'est quoi l'approche? En fait, est-ce que tu le fais en te disant dans ma boutique, bah il y a tel gars qui a telle boîte, ou alors tu te dis je vais chercher plutôt des personnages complémentaires qui font pas
nécessairement la même chose et qui peuvent potentiellement répondre à des situations différentes. C'est enfin, la partie building, enfin team building en l'occurrence. Comment Je- je- on a réfléchi? ouais, je pense honnêtement qu'il y a deux écoles. Je vais dire même trois. Il y a les débutants qui vont jouer simplement les personnages qu'ils connaissent, avec lesquels ils ont déjà joué un peu, et ils vont venir avec ça. Il y a ceux qui veulent jouer totalement fun. Ils ont envie de jouer Loki, le samouraï et le Père Noël. Ils sont venus pour s'amuser et tout. Non pas qu'ils soient nuls ou qu'ils soient moins bons, mais ils vont avoir envie de jouer un peu du fun et c'est des choses un peu plus risquées, peut-être plus liées à la chance. Il y a des personnages qui sont un peu plus liés à la chance, par exemple comme l'As de la Gâchette, qui va jouer beaucoup sur des jets de dés avec son adversaire, et d'autres qui sont plus contrôle, où est-ce qu'il va vraiment falloir connaître une certaine stratégie pour pouvoir le jouer correctement et après avoir des choix clés à des moments clés. Mais je pense. Et après, il y a la team qui va jouer très synergie. Je pense pas que ce soit réellement une bonne idée de se baser sur telle personne aime jouer tel personnage et tout, ou alors vraiment quand on connaît bien les gens, mais on est après c'est du jeu de poker quoi, c'est du bluff. C'est-à-dire qu'on va venir avec trois personnages et l'autre en fait on va penser qu'il a pris ça et en fait il a pas pris ça. Donc voilà, je pense Donc, très clairement qu'il faut faire une équipe homogène, il n'y a une pas équipe d'environnement de tournoi, en fait, de rotation, se disant, bon, après, tous les personnages sont disponibles, mais étant donné qu'il y a la restriction du temps, le côté pick and ban, il n'y a pas de mode. Dans ce tournoi-là, il y aura peut-être tel. Enfin, ok, c'est en mode. Tu m'as dit que sur Challenge, on peut savoir, je sais pas jusqu'où vont les informations qu'on a à disposition quand un mec on a voit pas les performé. On voit pas les équipes. ouais. Ok, d'accord. Non, on voit pas les équipes. Quand on arrive au tournoi, on sait pas qui a pris quoi. D'accord, donc on peut pas se dire, cette équipe-là, elle est populaire, donc je vais venir avec un compteur un méta contender en se disant, ben, j'ai build mon équipe pour vraiment tuer cette meilleure équipe. Ok, donc c'est un peu... Non, parce qu'en fait, le problème, je pense que je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que ce soit faisable dans le sens où chaque personnage va avoir ses personnages faiblesses, ses personnages bons. C'est-à-dire que et c'est pas pour autant qu'il va forcément gagner aussi. C'est ça qui est dingue. C'est par exemple, je sais pas, je vais avoir ces trois personnages-là, elfe lunaire, barbare et voleur de l'ombre. Bah, par exemple, on peut pas contrer les trois personnages en même temps. Enfin, à part si on prend que, parce que bon, bah là pour le coup, j'ai pas beaucoup d'imparables sur cette équipe-là. Et si on constitue cette équipe-là, c'est pas une équipe qui est très bien construite. Mais par exemple, imaginons on prend Thor, Reine Vampire et la Pirate Maudite, et on va pas pouvoir contrer les trois. Parce qu'en fait, ils vont avoir des synergies, enfin des gameplays complètement différents. Et pareil, au niveau du pick and ban, on va enlever des possibilités à l'adversaire et l'autre va nous en enlever aussi. Donc, on peut pas être sûr de faire le bon choix. Donc, c'est-à-dire que, ok, on sait pas quelle équipe qui est jouée, et parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de, en tout cas sur Death Throne France, il semble y avoir pas mal de formats de tournois qui semblent être documentés par ailleurs. Donc, ça veut dire que, hormis ces tournois documentés où genre t'as des win rates de tel personnage a eu X victoires face à tel. De toute façon, s'il y a des match-ups, c'est qu'on sait qu'il y a un win rate. J'arrive pas à enfin, j'ai du mal à intégrer comment on fait pour ne pas prendre ce paramètre en compte en buildant son Alors, équipe. Je veux dire, si tout le monde sait que la pirate maudite, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu, pourquoi ne pas juste la prendre en fait si tu vas faire un tournoi? Si on sait que alors en fait, Thor, c'est un des ouais. meilleurs, pourquoi ne pas juste prendre ceux qui sont statistiquement, a priori, en tout cas bons sur le papier? Après, effectivement, la chance du dé et la chance de la pioche, mais indépendamment du côté chance, je veux dire, en termes de gameplay ou même de répartition de symboles de dés, puisque tu as des personnages qui ont des répartitions qui font que tu verras des attaques plus souvent que d'autres, comparé à certains, genre Doctor Strange. Je suis pas sûr que Mhm. j'ai envie d'emmener un Doctor Strange en tournoi vu sa répartition de dés, tu vois. Ouais, ça dépend, ça dépend. En fait, ce qu'il y a, c'est que, prenons l'exemple de la pirate maudite. La pirate maudite a une bonne répartition des dés. Elle a une défense excellente.
De base, elle n'a pas de carte amélioration de compétences dans son deck parce que son plateau est déjà complètement amélioré quand il est retourné. Le seul problème de la pirate maudite, c'est que si on tombe contre un personnage qui arrive à se soigner ou à temporiser, ça va être très compliqué pour elle de rester en vie longtemps parce qu'en fait, la pirate maudite, elle a une durée de vie qui est assez limitée parce que pour ne pas se retourner, elle doit garder des doublons maudits. Sauf qu'elle en perd un à chaque tour. Et toutes les compétences ne donnent pas des doublons maudits. Donc, ça fait qu'à un moment donné, si elle se retourne, elle va perdre 4 points de vie au début de chaque tour. Contre un personnage qui arrive à se soigner comme le barbare, le paladin, le tréant, quelque chose comme ça va vite être compliqué. Surtout si en face, par exemple, je vais prendre un exemple du paladin. Une pirate maudite qui va rencontrer un paladin. C'est pas dit qu'elle perde, hein. Mais moi, personnellement, si je suis la pirate maudite contre le paladin, je vais me dire que je vais passer un sale moment. Parce que déjà, le paladin, il peut se soigner. Il a des jetons qui sont très forts. Et il peut aussi transformer ses attaques en attaques imparables avec le jeton précision. Ouais. Donc voilà, ou même une ninja. Une ninja, c'est assez compliqué pour la pirate maudite, je trouve. Parce qu'en fait, elle peut rendre ses dégâts imparables, elle peut mettre du poison qui va faire des dégâts sans passer par sa défense. Donc en fait, à aucun moment, on est obligé d'activer la défense de la pirate maudite. Moi, je me suis déjà vu jouer la pirate maudite sans activer une seule fois sa défense parce que l'adversaire ne jouait que sur de l'imparable. Ok. Donc, en fait, en connaissant les personnages, oui, certes, ils sont très forts de manière générale, mais il y a certains personnages qui les contrent très très bien quand on sait les jouer de la bonne manière. Non, mais ça, j'avais saisi, mais j'essaie juste de réfléchir à comment tu fais ton choix, en fait, sachant si tu connais les forces et faiblesses, s'il y a des personnages qui sont mieux classés de d'autres. Je trouve ça Moi, personnellement, intéressant que malgré ouais. ces informations, que tout le monde ne se précipite pas dessus, tu vois. Genre, alors, je suis désolé parce que je fais le parallèle de réflexion avec Yugi. Si demain, genre, c'est pas, on va dire que chaque personnage de Dice Throne, c'est un archétype, et on te dit que l'archétype barbare, c'est le meilleur deck du format, tu peux être sûr que dans un tournoi boutique, tu vas tomber sur allez, 70% des participants qui vont, s'ils ont les moyens, de jouer le barbare, tu vois. Mais peut-être que c'est pas la bonne réflexion à avoir, mais je comprends. Non, je vois, c'est vrai que en tournoi, si on joue que contre des gens qui veulent jouer très compète, on va rencontrer très souvent du paladin, Black Widow. Là, le problème, par exemple, Black Widow, c'est le temps. Le temps, on va peut-être l'avoir, mais un peu moins qu'en temps normal. Mais par exemple, du paladin, on va en voir. Du moine, on va en voir. Du Thor, on va en voir. Du Spider-Man, on peut en voir. Mais les gens, vu que c'est du Marvel, les gens ont un peu plus de mal avec les Marvel, sachant qu'en plus, il y a le transport des Marvel, vu que les plateaux sont pas pliables en français, etc. C'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas envie de les prendre. Mais, attends, je sais pas, tu m'avais pas dit que des fois, c'est tirage au sort pour les persos. Non. Il n'y a pas de tirage au sort. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Comment on choisit les personnages? Pardon. En fait, il y a certains personnages qui vont être un peu plus souvent représentés parce qu'ils sont très bons, mais par contre, ils sont difficiles à maîtriser. Je vais voir, par exemple, là, ça va être Age of Innovation, donc c'est l'âge de l'artificier. Je pense qu'on va voir pas mal d'artificiers parce que déjà, c'est son âge. Et parce que l'artificier peut assez vite mettre des dégâts à hauteur de 10 dégâts tous les tours. Alors, donc c'est un bon personnage. Son event, mais les gens vont se mettre à le jouer, mais pas parce qu'il est particulièrement fort, quoi. D'accord. Ou mauvais. Je pense que en temps normal, l'artificier est quand même plutôt pas mal joué. Moi, c'était un des personnages que je jouais énormément au début. Je le joue beaucoup moins, mais ça reste un bon personnage. Ça reste un très bon personnage qui est assez polyvalent. Il peut faire des choses assez folles. Le seul souci, c'est qu'il fait pas de dégâts imparables et sa défense, c'est un peu du sucre. Mais il a son Robodoc qui peut permettre de combler un peu ça. C'est pas le meilleur des personnages, mais ça reste un personnage intéressant quand on maîtrise bien le jeu et la manière de jouer l'artificier. Il est assez complexe. Un peu à l'instar du Tréant ou du Doctor Strange. Ce sont des bons personnages qu'il faut vraiment savoir jouer, sinon on va pas y arriver. Il y a vraiment certaines choses à respecter
dans l'ordre de préparation du personnage de l'artificier, par exemple. Je vais avoir deux questions. Euh, Donc là, on est d'accord que de toute façon, quand tu es de ton côté, tu construis ton équipe un peu comme tu veux, trois personnages, Mhm, et ensuite tu fais du pick and ban. Donc ça, c'est la méthode de sélection, donc ce sera tout le temps comme ça. mhm, Du coup, en fait, j'ai qu'une question. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, il y a Rufus, il y a toi qui me dites. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont fait savoir qu'on peut trouver des informations et tout. Encore une fois, je suis désolé parce que je fais le parallèle avec Yugi. Mais c'est parce qu'en gros, encore une fois, c'est un truc que en jouant, je vois à peu près ce qu'on veut dire par maîtriser, mais j'avoue que c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal dans un jeu où il est certes très bon, hein, mais la place de la RNG est plus présente. C'est-à-dire que, alors c'est pas du tout le même jeu, mais c'est juste pour essayer d'exprimer mon propos. Dans mhm, Yu-Gi-Oh! Dans n'importe quel TCG, en fait, ton objectif c'est de build ton deck pour réduire au maximum la RNG. Elle sera toujours présente et mhm, c'est normal, mais ton objectif c'est, avec tes probas, tu essaies de réduire les chances d'open des mains nulles et d'augmenter celles où tu vas avoir des mains jouables. Et du coup, mhm, comment on parle de maîtrise d'un personnage dans un jeu dans lequel tu lances des dés, ou alors ce qu'on appelle maîtriser, c'est quoi? C'est le calcul coût-risque en fonction du dé que tu vas jouer. Ou alors est-ce que c'est ton approche vis-à-vis des cartes comme Joker fou ou double Joker fou? Est-ce que tu vas plutôt les garder pour contrer une ulti ou toi-même lancer ta propre ulti? Alors vraiment là, pour le coup, c'est le mot maîtriser un personnage qui me... Là, pour le coup, ça m'échappe de fou. Ah, du coup, faut m'expliquer un peu. Il n'y a pas de souci, je comprends complètement. C'est vrai que dans tout ce qui est Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, en fait, ce sont des jeux où est-ce que quand on construit son deck, on va maîtriser son sujet. On va mettre des choses qui vont synergiser ensemble pour aller chercher des combos qui vont nous permettre de rouler sur la game, ou alors il y aura un seul contre de l'adversaire possible et il va potentiellement l'avoir ou pas. Et en fait, c'est un peu un jeu d'échecs entre guillemets quand on connaît les méta, qu'on connaît les joueurs, etc. Et qui, moi, m'éloigne justement un peu de ces jeux-là, c'est que c'est vachement contrôle, contrôle, contrôle. On sait ce qu'on va devoir faire à l'avance, on va devoir aller chercher à l'avance, on va tout calculer, entre guillemets. Le seul truc qui laisse un peu de hasard, c'est la pioche, entre guillemets, c'est qu'on va pas avoir la carte à ce moment-là. Mais Je suis d'accord. dans Dice Throne, je pense qu'on peut pas vraiment comparer à un TCG ni rien, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup plus de facteurs chance. Il y a les cartes, comme les TCG, mais il y a les dés. Et les dés, c'est vraiment le nerf du jeu. C'est bien pour ça que ça s'appelle Dice Throne et pas Card Throne, parce que tout tourne globalement autour des dés, et les cartes sont là en support pour les dés, mais tout va se passer autour des dés. Et quand je vais parler de maîtrise d'un personnage, c'est qu'est-ce qu'il faut pour le rendre le plus dangereux possible. Mais ça va pas nous donner, comment dire, de manière sûre le résultat escompté. C'est-à-dire que par exemple, un voleur de l'ombre. Un voleur de l'ombre va faire beaucoup de dégâts quand il va avoir beaucoup de points de combat. Quand quelqu'un qui ne connaît pas, qui a l'habitude de jouer d'autres personnages, il va choper une grande suite. Il va se dire, je la fais. Une grande suite, ça se prend. Un voleur de l'ombre, premier tour, une grande suite, bah, on peut la refuser. C'est-à-dire que premier tour, je vais dire, c'est même conseillé de la refuser dans le sens où est-ce que on va avoir 2 points de combat, on va prendre 3 points de combat, du coup on va passer à 5 et on va faire autant de dégâts que ces points de combat. Donc, une grande suite, on va faire 5 points de combat qui vont activer la défense adverse. C'est vraiment pas top. Là où 5 dégâts normaux vont juste être une attaque de base réduite de certains autres personnages. C'est-à-dire que le voleur de l'ombre, ce qui peut être intéressant par exemple, c'est de partir dès le début sur du pickpocket ou sur du carducopia. C'est-à-dire aller chercher des cartes qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on a besoin. Ou alors gagner des points de combat pour se mettre en, en place, pour aller gagner des points de combat pour plus tard quand on aura des suites. Et aussi pour pouvoir jouer des cartes, parce que le voleur de l'ombre va gagner beaucoup de points de combat, c'est son gameplay, et il va avoir des cartes
très fortes, mais qui vont coûter cher aussi. Un peu comme la pirate maudite aussi, qui a des cartes très fortes et qui vont coûter très cher parce qu'elle peut aussi gagner assez aisément des points de combat. Et en fait, ouais, dis-moi. Pardon, que je continue. Genre là, ok, on a nos 7 compétences ou 6 compétences dans le cas du voleur de l'ombre, donc tu as ta répartition de dés. Donc ça veut dire que, a priori, en gros, il faut se dire que pour chaque compétence, il faut que j'aille calculer le nombre de chances que j'ai de faire cette attaque-là en fonction de ce qu'elle me rapporte pour partir dessus. Et donc, ça veut dire aussi que pour cette même attaque, je saurais si c'est celle-là que je dois améliorer ou pas en fonction du taux de chance que j'ai de réussir mon jet pour X attaque. Je sais pas En fait, si c'est clair ce que j'ai dit. je sais pas trop. En fait, il y a des moments. Par exemple, en début de combat, le fait d'améliorer Pickpocket ou Carducopia, ça peut être intéressant. En fin de combat, très honnêtement, le but va être d'achever l'ennemi. Donc, si tu chopes une amélioration de Pickpocket en fin de combat, pas certain que ce soit très judicieux de la placer. À la limite, si on ne la vend pas pour gagner des points de combat, autant la garder en main pour faire du bluff. Pour que l'adversaire se dise, attends, il a combien de cartes, ça se trouve, il y a un truc intéressant, etc. Voilà, ça met juste un petit doute. Mais tu sais très bien que c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher en fin de combat parce qu'en fin de combat, faut aller faire du coup de dague ou de la suite, voire de la danse de l'ombre en fonction de si on a une physionomie du combat, si on veut se mettre dans l'ombre, etc. S'il y a beaucoup de bouches de lac, quelle altération, etc. qui sont déjà sorties, puis on sait que l'autre va pas pouvoir nous enlever notre ombre ou nous la piquer. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont être intéressantes à aller chercher à certains moments du combat. C'est-à-dire qu'au début, on va se laisser 2-3 tours. Ou est-ce qu'on va se dire, ok, de Carducopia, faut que je me mette bien, que je me prépare pour la suite. Je vais accepter de prendre des fessées, de prendre des dégâts et d'être derrière. Par contre, après, il va falloir accélérer. C'est un peu ça le gameplay de certains personnages. Et l'artificier, c'est un peu pareil. Au début, il va avoir ses deux compétences, Schéma et Eureka, qui vont lui permettre d'aller chercher beaucoup de synthé pour construire ses robots assez facilement. Et ensuite, il va pouvoir enchaîner. Et après, limite, on n'a plus besoin de ces techniques-là. Surtout je crois que c'est Eureka, celle en haut qui permet d'avoir du soin, de piocher des cartes et gagner des synthés. Celle-là, après, on va plus l'utiliser. Sauf en cas extrême où est-ce qu'on n'a rien du tout. Mais voilà, il y a des techniques qui sont faites pour être mises en place en début de combat, pour se préparer, pour se mettre bien, pour se donner les armes ensuite, pour aller augmenter ses chances en ayant les cartes utiles. Là, tu as donné l'exemple de l'artificier du voleur, du coup, qui se focus sur 2 attaques, mais du coup, ça veut dire que la majorité des personnages, tu vas focus 2 attaques, et du coup, peu importe le voleur, enfin, si on met un petit peu les dés de côté, ça veut dire que si je tombe contre 3 voleurs de l'ombre d'affilée, les 3 vont essayer de me faire les 2 attaques dont tu as parlé, là, du coup, Pickpocket et j'ai oublié l'autre. Carducopia. Ouais, Carducopia. C'est-à-dire que... Ah ok, c'est intéressant. Disons que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir là-dessus, effectivement. Sauf si la main est constituée d'autres choses qui permettent d'envisager... Ça dépend si du personnage que tu vas affronter en face. Imaginons tu fais premier jet, tu joues contre la chasseresse, par exemple, qui Anira, son tigre. Tu arrives à faire un coup de dague à 4, là, avec 4 épées, et tu arrives à avoir un 6. Ben, on peut très bien se dire, ok, je vais valider le coup de dague à 6 et lui mettre un poison en plus. Comme ça, déjà, elle aura un poison qui va entamer la vie de la chasseresse. Et à côté de ça, on va faire 6 dégâts. 6 dégâts qu'elle va devoir soit prendre sur elle, soit mettre sur Nira. Donc, en gros, ça va être 6 dégâts et un poison. Soit elle tue son tigre dès le début, soit en fait, tu as la possibilité de tuer son tigre dès le début. Qui peut être intéressant parce que son tigre lui donne des bonus. Donc, en fait, il y a des cas à part comme ça où est-ce qu'on va pouvoir jouer peut-être différemment. Mais la doctrine de base du personnage va être quand même de se stuffer, de se mettre en marche, entre guillemets, de s'équiper correctement pour aller chercher ce dont on a besoin.
parce qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de techniques qui vont lui permettre, avoir des suites. Une petite suite, c'est pas non plus l'idéal. Une grande suite, c'est quelque chose qui peut être très intéressant avec le voleur de l'ombre, surtout quand on a une attaque furtive et qu'on peut monter à 21 de dégâts par exemple, voire plus. Ça commence à piquer, même si on réduit les dégâts, hein, après on pleure. Mais pour ça, il faut aller monter très vite en point de combat et arriver à aller chercher les grandes suites, ce qui peut ne pas être facile. Et le voleur de l'ombre a tout ce qu'il faut pour aller potentiellement les chercher de manière non naturelle, comme bien d'autres personnages. Et pareil, il a ses défenses qui peuvent être très très dévastatrices, hein, notamment la contre-attaque. Quand elle est améliorée, elle peut faire 2 dégâts épée. Elle peut faire un total de 10 dégâts si on a pas mal de chance, donc ça peut être assez compliqué. Et pareil, sur la défense de l'ombre, on peut très vite gagner une attaque furtive et se mettre dans l'ombre sur une défense de l'ombre améliorée avec 5 dés. Et du coup, on passe de 4 à 5 dés et du coup, il y en a beaucoup plus de chances de choper 1 ou 2 6. Et du coup, ça peut tout changer. Donc, le fait de connaître le personnage adverse, effectivement, on peut très vite se diriger vers un personnage qui a de l'imparable pour éviter ce genre de désillusion que j'ai notamment subi lors d'un tournoi. Toute dernière question, c'est quoi la place de l'ulti en tournoi? Parce que c'est quelque chose que si on le fait naturellement, on le prend. Ou alors c'est quelque chose qu'on va essayer de chercher à faire régulièrement, rapidement. En fait, les jokers fous, enfin tout ce qui est joker fou, si c'est seulement 6, du pareil au même et compagnie. Est-ce Mhm. qu'on... Est-ce que la philosophie c'est de les garder pour essayer de claquer une ulti? Ou vraiment l'ulti c'est genre la cerise sur le gâteau, c'est pas le lancer de dés qu'on va essayer de favoriser, on va dire. Enfin, je sais que tu vas me dire en fonction d'eux, mais je veux juste savoir si, genre, il y a une logique de aller chercher son ulti, entre guillemets, le plus souvent possible sur un tournoi de 4-5 rondes ou vraiment se concentre que sur les compétences de setup pour certains personnages ou les attaques imparables. Si par exemple on est face à une pirate ou une pyromancienne ou que sais-je encore. Mhm. Alors, pour l'ultime, je pense que c'est pas forcément quelque chose à aller chercher absolument, sauf en cas de dernier recours. Après, il y a plusieurs choses. Un ultime, ça peut se prendre dès le début. C'est-à-dire que si on joue contre le meilleur joueur ou la meilleure joueuse du monde ou quoi que ce soit, vu qu'il n'y a pas de mulligan, le fait de remélanger sa main et de rechoisir une nouvelle pioche dès le début, bah en fait, on prend 4 cartes et c'est les 4 cartes qu'on a dès le début. Le hasard fait que dès le début, tu peux ne rien avoir pour changer les dés. Et si sur ton premier jet, tu as déjà 3-6, 4-6, et bah, tu peux te dire, bah, feu, je le tente. Parce qu'en face, il y a des fortes chances qu'il n'y ait eu rien ou qu'il y a juste une seule chose qui puisse changer les dés ou me les faire relancer et ça peut très bien se passer. Donc en fait, il y a des opportunités comme ça où est-ce que il faut les saisir. Et après, ça va dépendre de la personnalité de la personne. Si la personne est très agressive, si la personne est très prise de risque, si la personne est plutôt safe et dans le contrôle, ça va vraiment dépendre de la personnalité des gens. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que je vais toujours aller chercher. L'ultime n'est pas toujours la meilleure solution. Je vais prendre l'exemple de Black Widow, qui a un carré qui fait beaucoup plus mal qu'un ultime en fin de partie. Et voilà. Après, il y a certains persos aussi qui prennent moins de risques à aller chercher l'ultime. Bah, par exemple, le voleur de l'ombre. Si on a 4 dés, bah, dans tous les cas, on peut se rabattre sur le trio. Parce que lui, il a une compétence avec 3-6. Qui fait que l'autre, pour faire whiff, un whiff, c'est le fait de ne pas réussir à valider une technique, donc de faire un loupé. Et bah, si on commence à aller viser un ultime, on sait très bien qu'on a un trio. Donc, dans tous les cas, bah, globalement, à part si l'autre s'il sacrifie énormément de cartes et de points de combat, on va pouvoir retomber sur ses pattes en se mettant dans l'ombre et en allant chercher un jeton utile et en faisant quelques dégâts. Donc, il y a certains personnages qui sont plus permissifs sur la prise de risque. Il y a des moments où est-ce que la chance sourit. Un carré en premier jet, un ultime naturel, des choses comme ça. Et ça, faut le prendre. Hein. Dans la majorité des cas, donc quand tu as des cartes qui vont modifier tes dés,
enfin, des dés au global, tu vas plutôt chercher à contrer l'adversaire en mode défensif ou peut-être si il a raté, enfin, tu as raté tes lancers et tu veux quand même partir sur technique, genre rattraper un lancer de défoiré ou contrer l'adversaire, c'est les deux cas d'utilisation les plus courants, on va dire. En gros, il y a des cartes qui vont être seulement pour soi, des cartes qui vont être seulement pour l'autre, comme le coup de Ah, main, les cartes pour soi, comme le 6 et seulement 6, et des cartes qui vont être polyvalentes, comme le Joker fou, le double Joker fou, ou le coup de pouce. Bah, là, le truc, ça dépend aussi, encore une fois, de certains personnages. Imaginons, on a le Séraphine. Séraphine a ce qu'on appelle les vols, qui demandent d'avoir un 6 pour éviter tous les dégâts, sauf les ultimes. Et du coup, si on a un vol, on peut se dire, si j'ai un 6 et seulement 6 dans la main, est-ce que je le garde pour aller chercher un carré ou un ultime? Ou est-ce que je le garde pour essayer de valider un vol sur une prise de gros dégâts? Lancer les modificateurs de dés sur des utilisations de jetons aussi. Ok. Oui, sauf si c'est mentionné, vous pouvez relancer tant de dés durant une phase de lancer offensive. Là, c'est vraiment la phase de lancer. C'est pour aller chercher des techniques. C'est pas en second effet ou l'effet d'un jeton. Mais par exemple, changer la valeur d'un dé en 6, il n'y a rien qui est mentionné. À part l'encadré qui est orange, qui dit que ça doit se faire uniquement durant la phase de lancer. C'est-à-dire que, par exemple, sur un poison latent de la ninja qui nous fait perdre 3 dégâts en fin de combat, on peut utiliser un vol pour tenter d'éviter les dégâts. Sauf que si on loupe son vol, la prise de dégâts se fait en fin de tour, donc après la phase de défausse, à la fin de son tour. Et du coup, là, on peut activer son vol pour tenter d'éviter de prendre les dégâts. Par contre, si on fait 1 et 4, par exemple, il n'y a pas de 6. Donc là, on ne pourra pas utiliser le 6 et seulement 6. On n'est pas dans la bonne phase pour l'utiliser. Le jeton. Pour éviter des dégâts par exemple, d'un poison latent ou d'une bombe de Black Widow. Oui. Ah. Oui, on peut par exemple utiliser les chis du moine pour réduire les dégâts d'une brûlure ou quelque chose comme ça. Donc du coup, ok. J'étais Qu'en persuadé que fait, les jetons d'esquive et compagnie fonctionnaient principalement sur les dégâts entrants pour une attaque, mais en fait, quand on parle de dégâts, c'est forcément n'importe quel dégât. En fait, tu peux soit tenter de les prévenir en fonction de à quel moment la carte peut être activée. en fait, il y a l'utilisation de mots qui est très importante, c'est-à-dire que par exemple sur certaines cartes, il va y avoir marqué lorsque vous subissez des dégâts, lorsque vous subissez une attaque, et là du coup c'est pas pareil. Par exemple des dégâts, si on prend des dégâts collatéraux, par exemple le tacticien qui peut faire des dégâts collatéraux, ou Thor il me semble aussi qu'il peut en faire, bah on peut utiliser l'effet, parce qu'il y a marqué lorsque vous subissez des dégâts. Par contre, s'il y a marqué lorsque vous subissez une attaque, activez tel jeton ou telle carte, des dégâts collatéraux, ce ne sont pas des dégâts liés à une attaque. Ce sont juste des dégâts. Donc là, on ne pourra pas utiliser la carte. Parce qu'il faudra que ce soit une attaque. Compétence qui inflige des dégâts de base, donc des dégâts normaux, donc défendables, des dégâts purs ou des dégâts imparables. Dégâts purs, on ne peut pas les réduire ou les augmenter. Par contre, on peut tenter de les éviter. Ça, il y a la petite carte qui récapitule les Ouais, mais différentes c'est juste que sur les possibilités. jetons qui mettaient des dégâts, je savais pas du tout qu'on peut par exemple éviter une riposte, éviter un dégât latent. En fait, les jetons comme poison. Du coup, ça marcherait avec. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, mais est-ce que, on va dire, du point de vue règle du jeu, on peut par exemple éviter un dégât de poison? Bah oui, si on a ce qu'il faut, si on a un jeton qui permet d'éviter les dégâts, on peut l'activer pour tenter d'éviter des dégâts entrants. Parce que les poisons, les brûlures, tout ça, ce sont des dégâts entrants.
Ouais, bah en fait, c'est juste ce game state en particulier que j'avais pas du tout en vision. Mais ok, on peut esquiver des dégâts, quelle que soit leur nature, quoi. Donc on peut le faire. Mm, Ok. Je voilà. crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais, hein. Merci pour les réponses. Désolé pour Euh, ça. je, je, je n'ai pas parlé du coup de comment on sélectionne les personnages. En dehors du pick and ban? Euh, en tournoi, en fait, il va y avoir. euh, imaginons, imaginons, on va être l'un contre l'autre. On va chacun avoir un dé. Ok. Hop. Moi, par exemple, je vais jeter mon premier dé. Je vais faire un 6. Ok. C'est une bonne chose. Toi, tu vas jeter ton dé. Tu vas Ouais. faire un 1. Donc là, en fait, moi, j'ai fait un 6. Toi, tu as fait un 1. C'est moi qui vais choisir qui décide de bannir le personnage adverse en premier. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est-à-dire que moi, je vais peut-être me dire, lui me plaît pas, je vais décider de bannir lui. Et toi, après, tu vas devoir me bannir un personnage. Ou alors, je vais dire, vas-y, toi, choisis de bannir moi, et moi, après, je choisirai en fonction de ce que tu m'as banni. Donc, Ok. imaginons, tu me bannis un personnage, moi, du coup, je t'en bannis un, en fonction des deux qui me restent. Ensuite, on rejette tous les deux corps un dé. Donc là, je fais Ok. un 5. Là, tu fais un 4. Du coup, j'ai encore le choix. Là, je vais dire, toi, c'est toi qui choisis en premier. Alors, soit c'est toi qui joues en premier et qui choisis ton personnage en premier. Ouais. Soit c'est moi qui joue en premier et qui choisis mon personnage en premier. Donc là, c'est moi qui choisis le premier joueur et celui qui choisit en premier son personnage. Pour le Il y a premier plusieurs joueur. avantages, il y a plusieurs avantages et plusieurs désavantages. Le fait de jouer en premier va te donner l'avantage de commencer le combat. Mais tu Donc commences aussi avant potentiellement moi. d'avoir une attaque supplémentaire, de faire des dégâts en plus. Et d'arriver à la fin du temps, soit de tuer le personnage adverse en premier parce qu'on aura commencé à entamer sa vie en premier, soit d'arriver en tête à la fin du chrono. On aura eu une attaque d'avance potentiellement. Ensuite, le fait de jouer, ce que je viens de dire est complètement faux parce qu'on aura le même nombre de tours si c'est au chrono. Mais on a potentiellement la chance de finir l'adversaire en premier parce que on aura commencé à l'attaquer en premier tout simplement. Le fait de jouer en second va permettre potentiellement de voir le personnage choisi premier, du coup de choisir entre ces deux personnages lequel conviendrait le mieux. Hmm. Et aussi de, si ça se joue au temps, d'avoir la dernière attaque. D'accord, ok. Donc, par exemple, un personnage comme le barbare, qui a une technique de soin qui est tout en bas à gauche, imaginons, c'est le dernier tour, j'ai 6 points de vie, tu m'as descendu à 6 points de vie et le chrono s'arrête, et toi, tu es à 8 points de vie. Théoriquement, bah, au moment du chrono, je suis à 6 et toi à 8, donc théoriquement, tu gagnes. Sauf que là, les deux joueurs doivent avoir le même nombre de tours. Moi, j'ai joué en deuxième, donc il me reste un tour à faire. Je peux très Ouais, bien me tu te dire, ok, soignes. je me soigne, donc je passe Ok. à 9 points de vie ou 10 points de vie. Je termine mon tour, bah, j'ai gagné. Ok. Il y a du style aussi dans Dice Town. C'est marrant. J'aime bien. Donc, bah, après, on a le droit de partir en courant et de se cacher avec une capuche parce qu'on va nous traiter de lâches. Mais une victoire est une victoire. C'est du stall, mais ok, pourquoi pas. Ok, Comme ok. on n'est pas obligé d'attaquer, on peut très bien refuser d'attaquer parce que la défense adverse va faire plus de mal que ce que nous on va lui faire. Et par exemple, si c'est la fin du chrono, on peut très bien se dire, bah, si j'attaque, je risque le match nul, alors que si je n'attaque pas, bah, je gagne. Donc, bah, je n'attaque pas. C'est possible aussi. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.